présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, couvrez-vous, il fait extrêmement froid ce matin. Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue donc en cette fin de semaine sur l'antenne de Radio Classique et de votre chaîne, donc Public Sénat. Hervé Morin, donc bonjour. Bonjour Guillaume Durand. Vous lisez les journaux comme moi, tout le monde pronostique l'arrêt de votre candidature au début du mois de février. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pardonnez-moi de vous agresser le matin d'entrée. Oui, non, mais j'ai à répondre tous les jours à la même question avec cette espèce de ritournelle qui est extrêmement simple, c'est que vous voyez, dès que j'aurai terminé cette interview, je foncerai à Orly pour aller faire campagne à Marseille et à Toulon. Et demain, pour être dès l'aube à Tours. Donc vous voyez que... Donc il n'y a aucune chance, promettez-nous ce matin à Sonia, à moi, aux éditeurs de Radio Classique et de Public Sénat, il n'y a aucune chance que vous interrompiez cette campagne d'ici le premier tour. Mais aucune chance, c'est pour vous une chance si j'interrompais cette campagne? Non, je vous pose la question. Mais j'ai la volonté et la détermination de continuer. Il y a très clairement un sujet que j'ai déjà évoqué avec un certain nombre de vos confrères, qui est aussi d'obtenir les 500 parrainages. Et là, on en est où? Et là, j'en suis entre 300 et 350. Il y a donc encore une marche à franchir, qu'il faut franchir dans les semaines qui viennent. Donc vous êtes dans la même situation que Marine Le Pen. Je parle au nom des parrainages. Je suis dans la même situation que Marine Le Pen, au moins en termes de parrainage. Et derrière ça, il y a une question. Et je le dis aux maires. C'est pas simplement le parrainage, l'indication d'une préférence. C'est un devoir de démocratie. La responsabilité qu'on leur donne, c'est celle de permettre à la démocratie de pouvoir s'exercer en France et le pluralisme. J'ai toujours dit que si pour ma part j'avais plus de 500 signatures, j'indiquerais volontiers à des maires de donner des signatures à Marine Le Pen. Parce que imaginez qu'une campagne présidentielle soit occultée par un certain nombre de courants politiques qu'on aime ou qu'on déteste, peu importe, mais qui représente quelque chose dans l'opinion publique, ce serait, pour cette élection présidentielle, un cataclysme dont on se relèverait mal. Justement, Sonia. Excusez-moi de rappeler votre score, c'est-à-dire que tous les candidats qui sont environ 1% doivent aussi avoir toutes ces 500 signatures. Écoutez, je vais simplement vous poser cette question. Si je ne suis pas candidat, si Christine Boutin n'est pas candidate, si Dominique de Villepin n'est pas candidat, ce que la presse dit en permanence sur le thème, de toute façon, ils n'ont pas leur parrainage. Cela veut dire que pour tout électeur du centre droit, appartenant à la majorité, ayant un choix clair, notamment sur le second tour, c'est-à-dire de dire, au moins eux, on sait pour qui ils vont appeler à voter, à la différence de François Bayrou, qui joue sur l'ambiguïté et l'équivoque. Ça veut dire que pour tous ces Français, il n'y aura aucune solution. La seule, ce sera de dire, c'est Nicolas Sarkozy ou François Bayrou. Excusez-moi de vous dire, c'est un peu court pour une démocratie où il existe un électorat modéré de droite, qui par ailleurs peut être déçu par un certain nombre d'éléments du bilan du quinquennat, et qui souhaite adresser un signal. Et qui souhaite néanmoins, ce que moi je défends, qui est la nécessité d'avoir une force de proposition d'une part. Je vous rappelle que la TVA sociale que Nicolas Sarkozy a trouvée le 31 décembre 2011, nous l'avons défendue pendant 4 ans à tous les débats parlementaires en permanence. Si nous avions été plus forts, on aurait pu aborder cette question du financement de la protection sociale. Et par ailleurs, je veux une candidature qui soit une candidature force de correction, d'éviter les excès. Ça, il n'y aura personne pour exprimer cela. Hervé Morin, on va revenir sur le fond, mais la question des parrainages est quand même très importante, parce qu'il y a deux hypothèses. Soit c'est les maires qui sont timorés, soit il y a des pressions claires et nettes qui viennent dans les deux camps sur ces maires pour qu'ils n'accordent pas ces parrainages. C'est pas les... J'ai même pas encore terminé. Est-ce que oui ou non il y a des pressions? Est-ce que vous considérez, parce que vous l'avez évoqué cette hypothèse, que le cas de Marine Le Pen n'est pas un bluff et qu'elle risque de se retrouver sans candidature avec environ 20% d'intention de vote? Je n'en sais rien. Faites un effort. Non mais je veux dire... Vous allez au contact des maires tous les jours, donc vous savez bien. Je vais prendre un exemple. Je suis allé dans les Alpes. Après Sonia enchaîne. Je suis allé dans les Alpes-Maritimes il y a 10 jours ou 15 jours. Le Rudy Sall, député des Alpes-Maritimes, me disait que selon leur pointage, dans les Alpes-Maritimes, Marine Le Pen aurait eu un parrainage. Département dans lequel le Front National doit faire 30-35%. Mais sur ordre ou spontané? Non, mais attendez, il y a une question, il y a deux sujets. Bon, il y a le fait que ce soit désormais public, mais surtout, ce que tout le monde a oublié, c'est que désormais, toutes les communes de France sont dans des systèmes d'intercommunalité. Sont dans des systèmes où n'importe quel bout de trottoir que vous faites fait l'objet de ce qu'on appelle des financements croisés, où il y a l'intervention de la communauté d'agglomération, du département, de la région. Et donc vous avez des maires qui vous disent, mais
au-delà de l'opprobre des citoyens qui vous disent, mais mon président d'agglomération, il est socialiste, il est UMP, t'as porté mon parrainage. Et donc ça, c'est un sujet, je le dis, qui devra très clairement, c'est trop tard désormais, mais être remis sur la table. On ne peut pas avoir une démocratie qui soit occultée simplement par des histoires de parrainage, alors que désormais les maires sont dans des systèmes et ont pieds et mains liés dans la gestion de leur collectivité au quotidien. Puisque vous voulez qu'on parle du fond, vous avez fait du réchauffement climatique une priorité absolue nationale pour votre programme. Je ne vais pas faire du mauvais esprit et rappeler les températures à l'extérieur, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est un thème porteur et marqueur? Permettez-moi de vous dire que au moment du débat sur le nucléaire et la place des énergies renouvelables, c'en est un. Est-ce qu'on est comme Eva Joly à oublier qu'il y a un an, l'humanité tout entière considérait que la priorité absolue pour la Terre, c'était en effet le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, dont on connaît les effets sur le climat, mais je parle aussi en tant qu'ancien ministre de la Défense, dont les effets géostratégiques seront lourds. Quand vous aurez des nations entières qui seront effacées de la planète, comme le Bangladesh, parce que sous les eaux, quand vous aurez à déplacer entre 500 à 800 millions de personnes... Vous portez un programme de centre droit, on est étonné que vous en faites une priorité absolue. Chaque jour, un candidat à l'élection présidentielle profite d'un déplacement pour présenter ses propositions. Hier soir, j'ai présenté mes propositions pour la parité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est logique que chaque sujet, chaque pan de la vie de la société soit présent. Et pourquoi je l'ai fait la semaine dernière? Parce que je vous rappelle que nous avons eu un grand oral devant France Nature Environnement, où nous sommes tous passés un quart d'heure et où j'ai découvert ainsi que la lutte contre les abeilles était le sujet central de la question d'environnement avec François Bayrou. Voilà des questions de fond que vous portez. Pardonnez-moi, j'insiste, la question du nucléaire, il y a un an, était abordée avant Fukushima avec cette idée simple. Des pays sont en train d'émerger économiquement, donc énergétivores, pour faire en sorte que cette croissance soit possible, sans participer au réchauffement climatique. Seul le nucléaire le permet au moins comme énergie de transition. Eh bien moi je considère que cette idée-là reste une idée d'actualité. Moi j'aime mes confrères, j'ai écouté, pardonnez-moi, je reviens à la question précédente, ou plutôt celle d'avant. J'ai écouté ma consoeur Alba Ventura ce matin. J'ai pas entendu. Elle dit que le président de la République se fait fort de vous faire rentrer dans le rang, qui va vous récupérer. Mais, écoutez, voilà, je veux porter mon projet. On insiste assez. Oui, non, mais il faut... franchement... Parce que vous êtes un homme expérimenté, Non, mais j'ai pas y passé une éternité. Je préfère qu'on évoque réellement... Radio Classique est une radio notamment écoutée par les acteurs économiques du pays. Je préfère qu'on évoque mes propositions économiques ou mes propositions chiffrées, équilibrées, rationnelles sur le retour à l'équilibre budgétaire. Vous avez raison de nous suggérer les questions, mais laissez-nous la rumeur permanente. Vous êtes venu souvent, on parle de toutes ces questions-là, c'est important. Hervé Morin, en politique, vous savez que l'entêtement peut mener au sommet ou à l'abîme. Selon vous, votre entêtement vous mènera où? Vous savez, tout ce qui ne tue pas en politique renforce. C'est une belle devise. Non, mais c'est quelque chose que vous devez... Vous savez, dans la vie de chaque homme politique ou chaque femme politique, vous avez des hauts et des bas. Et la seule chose qu'on finit par retenir, c'est est-ce que le type-là que vous avez en face de vous, il a été courageux, déterminé et volontaire, quelle que soit la situation. Si vous voulez que je vous rappelle le parcours de François Hollande, aujourd'hui donné comme gagnant l'élection présidentielle, vous reprenez simplement les éditos d'il y a 2 ans, où on expliquait que ce type était foutu, que c'était un loser, que son surnom par une partie de ses camarades du PS, c'était Flamby. Donc vous êtes le François Hollande de 2007-2008. Non, mais je veux dire par là que entre le temps court, qui est le temps médiatique, et le temps long, qui est l'inscription de votre action politique, dans la conscience de vos compatriotes, c'est autre chose. Donc le président de la République ne vous récupérera pas d'ici le premier tour. D'ici le premier tour, ai-je dit. Je vous dis que je continue. Laura Fall, puisqu'on parle des questions de fond qui sont très importantes pour le commerce extérieur français, vous avez été ministre de la Défense, tout le monde le sait. Vous croyez à la finalisation de ce contrat ou pas? Ou est-ce qu'on est dans l'hypothèse Brésil 2009? C'est un bon signe. Et j'ai apprécié la modération de la réaction des autorités politiques françaises.
Donc ça veut dire que vous croyez plutôt que par rapport à ce qui s'est passé au Brésil. C'est bon signe, mais il faut savoir que pour avoir été très souvent en Inde pour faire la promotion de l'industrie d'armement française, que c'est un pays dont les mécanismes de décision sont extrêmement lourds et compliqués. Et donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir achevé, comme on l'a fait trop tôt pour le Brésil. Et prenons garde de considérer que c'est acquis. Il va falloir, entre le moment où il y a ce qu'on appelle l'annonce de la négociation exclusive et la signature de contrat, une marge. Il y a une marge et elle est longue. C'est des mois et des mois. Mais vous aurez observé, pour tous ceux qui vous parlent du produire français et du consommer français, que derrière tout ça, il y a une réalité. C'est qu'aujourd'hui, le monde étant un monde global, il est fait d'échanges et qu'il est fini le temps des colonies où on pouvait acheter des matières premières et où nous, on vendait des produits finis. Parce que vous aurez remarqué que dans les éléments mis en avant pour le choix du Rafale, tout du moins pour l'entrée en négociation exclusive, il y a notamment une chose simple, c'est des transferts de technologie et le fait qu'il y aura des échanges équilibrés avec nous. Vous avez noté aussi que devant le Parlement britannique hier, David Cameron a dit qu'il allait tout faire justement pour faire changer l'Inde d'avis et réviser peut-être sa décision sur leur avion, c'est-à-dire l'Eurofighter. Est-ce qu'ils peuvent encore revenir dans la course, vous qui connaissez ces négociations? Tant que c'est pas signé, tout est possible. C'est aussi simple que cela. Là, aujourd'hui, la discussion est face-to-face, si je puis dire, face à Dassault. Donc c'est à Dassault maintenant de faire en sorte que le contrat puisse être signé. Mais tant que vous n'avez pas eu ce protocole qui consiste à signer en bas d'une page, rien n'est jamais définitif. Lors de vos meetings, est-ce que c'est l'État qui vous protège? Je fais allusion à ce qui s'est passé avec François Hollande hier. Non, j'ai refusé, moi, toute protection. Je considère que, honnêtement, on n'est pas à l'abri... Donc c'est les risques du métier, comme il dit. On n'est pas à l'abri d'un désaccès. C'est clair. Moi, j'ai toujours trouvé, franchement, pour avoir été ministre de la Défense et donc faisant l'objet d'une protection importante, qu'il y avait pas mal d'excès en la matière et qu'on pouvait probablement faire des économies sur le sujet. Est-ce que vous considérez que la candidature de François Bayrou est une candidature qui risque de faire pchit, puisqu'on voit un très léger tassement dans les sondages? Je lui reconnais volontiers le fait qu'il... Vous avez tellement été proche de lui. Oui, bien sûr. Je reconnais volontiers le fait que la question de la dette, il a été le premier, et nous avons été ensemble ceux qui avons mis en garde les Français sur le sujet. En revanche, franchement, ces propositions d'hier, c'est du bricolage. Les niches fiscales, 20 milliards d'euros de réduction des niches fiscales, je voudrais qu'il nous donne précisément quelle niche fiscale... Il a dit que c'était l'apanage du gouvernement. Du futur gouvernement qu'il pourrait diriger ou présider. C'est gentil, on peut faire des rideaux de fumée permanents. Il n'y a aucune mesure concrète et réelle sur un des moyens de réduire le déficit, qui est la croissance. Programme le plus rigoureux. Non, on est dans le... voilà, c'est du flou sur tous les sujets. On présente des chiffres. Écoutez, moi je veux bien... Guillaume Tabar l'évoquait, 35 milliards d'euros de réduction de la dépense publique. Alors, d'accord, mais dites-moi quoi? Moi, je peux vous le dire, j'ai fait un plan, tout est chiffré, détaillé, mesure par mesure. Là, vous avez 35 milliards d'euros de dépenses publiques, on n'en sait rien. Moi, je propose des choses comme, par exemple, le fait que pour l'assurance maladie, nous considérions que désormais, on ait un remboursement qui soit proportionnel aux revenus sur les premières centaines d'euros de dépenses. Le niveau de rémunération de Guillaume Durand ou le mien impose-t-il qu'on soit remboursé dès le premier euro? Je ne le crois pas. Je pense qu'on peut tout à fait considérer que lorsque vous commencez à dépenser quelques dizaines d'euros pour votre enfant pour ses antibiotiques, que vous les payez à 100%. Est-ce qu'il faut maintenir des allocations familiales pour des niveaux de revenus élevés? Très franchement, est-ce que j'ai besoin, moi, de 120 euros d'allocation familiale par mois pour permettre d'élever mes enfants? Certainement pas. Donc il y a des mesures, mais il faut les mettre sur la table et pas simplement être amené à dire on va réduire, on va remettre l'équilibre et puis après on transférera ça au gouvernement. C'est pas sérieux. Merci beaucoup Hervé Morin d'être venu ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. Protégez-vous, il fait extrêmement froid. Oui.